Je m'appelle Romuald Blondel, je suis le directeur général et fondateur de Cybex Assistance. Notre métier consiste à aider les organisations qui font l'objet d'attaques cyber. On nous compare souvent à des pompiers en raison du caractère d'urgence de nos interventions, ou encore à des médecins légistes car nous avons besoin de réaliser des investigations qui peuvent être importantes pour comprendre les circonstances de l'incident, le mode opératoire utilisé par le cyberattaquant, et mettre en place, bien entendu, un plan de remédiation qui va permettre à l'entreprise ou la collectivité de redémarrer son activité dans des meilleures conditions. On traite entre 2 et 4 incidents de cybersécurité par jour, avec des conséquences qui sont bien entendu plus ou moins lourdes, mais engendrant très souvent une immobilisation de l'activité, de l'appareil de production et des pertes financières pouvant se chiffrer à plusieurs milliers d'euros par jour. On est le 13 mai 2024, il est vers 10 heures. Comme tous les lundis matins, après un week-end souvent assez propice aux attaques, car les entreprises ferment et sont donc plus souvent vulnérables, toute mon équipe est un peu sur le qui-vive, et on attend, je dirais un peu fébrilement, les déclarations d'incidents qui vont remonter habituellement entre 9 heures et midi. Ma collaboratrice m'appelle et me dit qu'un assureur nous a contactés pour aider une entreprise qui se trouve en Rhône-Alpes, qui semble être en très grande difficulté depuis le matin. En fait, il s'avère que c'est un lycée agricole qui est réparti sur 3 sites géographiques, avec plusieurs centaines d'étudiants. Les systèmes sont à l'arrêt complet, impossible d'ouvrir un quelconque fichier, plus rien ne fonctionne. Les cours sont maintenus, mais sans aucun accès en fait, au support numérique. Les conséquences peuvent être lourdes, et je comprends qu'il faut agir rapidement. Donc j'appelle le responsable de mon CSIRT. Le CSIRT, c'est le centre névralgique de notre activité de réponse à incident, et on décide ensemble d'appeler le responsable informatique du lycée pour prendre la température. Très vite, on comprend que la situation elle est très critique. Plus d'informatique depuis 8 heures le matin, les cours sont maintenus, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Plus aucune donnée accessible à la fois sur le contenu pédagogique, mais aussi sur les données relatives aux étudiants, avec possiblement une violation de données personnelles et nominatives. Les symptômes nous indiquent très rapidement qu'il s'agit d'une attaque par rançongiciel, donc le chiffrement de toutes les données, qui ne sont désormais accessibles qu'avec une clé unique détenue par un cybercriminel qui va attendre le paiement d'une rançon pour potentiellement délivrer un outil de déchiffrement. La situation est assez grave, d'autant qu'on perçoit que de la part du responsable informatique, il y a une certaine émotion, une inquiétude même face à cette situation de crise, que c'est la première fois qu'il rencontre ça. Je me souviens de ces mots qui sont très forts. On a tout perdu, je ne sais plus quoi faire. Alors, nous, on est à Bordeaux. En voiture, il faut compter à peu près 7 heures. On a l'habitude de ce type de situation, même en début de semaine où les équipes ne sont pas forcément disponibles. Et d'emblée, je lui dis « Laissez-nous quelques heures, on organise l'équipe et on arrive ». Je raccroche. On rassemble le matériel nécessaire, je réquisitionne 2 consultants qui vont prendre la route pour se rendre sur site. Et en interne, je mets une équipe d'analystes sur le coup pour commencer à recueillir quelques informations sur le système d'information et avoir une première idée de l'ampleur des dommages. À ce moment-là, l'objectif, c'est d'avoir de la visibilité sur l'attaque, de gagner du temps sur les investigations, car les premières heures sont véritablement cruciales pour éviter la propagation ou une aggravation des dommages. Et surtout, l'intérêt, c'est de garder le lien avec l'entreprise et son équipe informatique, qui vont avoir tendance, malheureusement, à tenter des choses, à manipuler les équipements, et on sait que c'est pas bon. C'est jamais bon de le faire quand on n'a plus les idées en place, qu'on est débordé et que l'affect a pris le pas sur la raison, et surtout en manipulant des équipements compromis, on va écraser potentiellement tout ce qui va être utile dans le cadre des investigations. Donc vraiment, le maître mot, c'est rassurer les responsables du lycée, on va les aider et orchestrer toutes les actions à mener. Durant le temps de transport sur les lieux, et cela c'est le directeur du lycée qui nous l'a raconté, l'entreprise a reçu plusieurs appels d'un numéro international avec une personne s'exprimant en anglais et souhaitant parler à un responsable. Après plusieurs tentatives, le directeur finit par prendre l'appel et a priori, dans un anglais assez approximatif, il comprend que la personne au bout du fil, c'est le cyberattaquant.
tu sais ce qui se passe dans ton entreprise, donc maintenant, si tu veux récupérer les données, prends contact avec nous. On a laissé des instructions sur ton système d'information, à toi de jouer. Là, le directeur, il n'a pas tout compris. Il se dit d'un incident qui est plutôt technique. Il se retrouve au cœur d'une affaire quasiment relevant d'un film ou d'une série policière, avec des gens qui lui parlent de chiffrement de données, de paiement de rançon pour les récupérer, et tout cela avec du chantage. Une menace de divulgation de données sur le dark web, bref, c'est pas du tout rassurant. À 19h, mon équipe arrive sur site, on était clairement attendus, et notre rôle à ce moment-là, c'est de faire preuve de beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute, de disponibilité pour parvenir à mettre en place très rapidement un climat de confiance. C'est souvent une étape cruciale. Sans cette confiance, rien ne peut fonctionner en cellule de crise. On n'avancera pas, les décisions ne seront pas prises dans les délais, bref, on va droit dans le mur si ce climat de confiance ne s'établit pas rapidement. Et notre mission d'assistance, elle ne sera pas comprise au final. Dans notre cas, pas de souci, une pizza, des boissons nous attendent et on sait qu'on est parti pour la nuit à travailler. On débute les investigations physiquement sur les machines qui sont encore disponibles surtout, et on a des outils qui vont nous permettre d'extraire des données, ce qu'on appelle des logs ou des journaux d'activité, et qui vont nous permettre de remonter le fil de l'histoire. Si possible depuis la première intrusion de l'attaquant sur le système, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le patient zéro, jusqu'aux opérations qu'il a pu réaliser pour mener avec succès son attaque. Nous, à ce stade, on doit aussi s'assurer de ce qui est encore disponible. Qu'est-ce qui est récupérable, notamment au niveau des sauvegardes, et à quelle date. Donc on préserve ce qui peut l'être, on s'assure de ne pas altérer les éléments de preuve pour les investigations ultérieures, et on regarde d'un peu plus près les sauvegardes. Si je compare avec des enquêtes criminelles, dont la méthodologie est souvent un peu proche de la nôtre, on parle souvent de forensique, on préserve la scène de crime et on sanctuarise. Tout ce qui peut aider à la compréhension, ce qu'on appelle les indicateurs de compromission, on va les conserver. On doit à ce stade envisager le pire, c'est-à-dire la situation où les sauvegardes auraient été impactées et plus rien ne permettrait de faire repartir l'activité. C'est la pire des hypothèses auxquelles on peut et on doit être confronté, devoir réinstaller le système sans aucune donnée, sans aucun historique. C'est malheureusement ce qui peut se produire. On ne sait pas encore si les sauvegardes seront disponibles et je décide, en accord avec le directeur du lycée, de prendre contact avec l'attaquant. On a effectivement retrouvé sur un serveur une indication, ce qu'on appelle une ransom note, une note de rançon en français, une sorte de signature du cyberattaquant, avec toutes les indications pour le joindre à travers une messagerie sécurisée. Donc je laisse un premier message et dans la nuit, une première réponse tombe. Il réclame l'équivalent de 200 000 $ en crypto-monnaie, en bitcoin, pour nous transmettre une clé de déchiffrement, et ce qui nous permettrait de récupérer potentiellement les données. C'est habituel, les demandes de rançon sont toujours en crypto-monnaie, ça évite les circuits financiers traditionnels et la traçabilité des opérations. Donc je prends en charge cette négociation, le ton est plutôt cordial, entre guillemets, avec l'attaquant. À aucun moment il me montre une impatience à être payé, aucune menace de divulguer des données, ce qui contraste un peu avec l'appel froid reçu dans l'après-midi, et au bout de 3 heures, le montant tombe à 50 000, puis 25 000 une heure après. En une nuit, on est passé de 200 000 $ à 25 000 $, ce qui est plutôt une bonne nouvelle si d'aventure les sauvegardes ne permettaient pas de remonter l'infrastructure. On sait qu'en parallèle, l'entreprise victime, elle doit aussi se conformer à l'obligation de déposer plainte auprès des forces de l'ordre. Donc on décide d'attendre un premier retour sur les investigations pour aller déposer plainte et avoir des éléments plus concrets. On est mardi matin, on a plutôt bien avancé sur les investigations, mais malheureusement, peu d'éléments nous permettent d'établir un mode opératoire fiable. Il apparaît que l'attaquant ait précipité un peu l'activation du chiffrement en effaçant au préalable toutes les traces de son passage. Donc, les journaux d'activité ne montrent rien, rien en tout cas d'intéressant ou d'utile pour les investigations, et surtout, la difficulté, c'est que les sauvegardes ont été impactées. Elles n'étaient pas suffisamment isolées et elles sont également chiffrées. Le directeur du lycée se rend à la gendarmerie.
Refus de prendre la plainte, trop compliqué. Il est renvoyé vers une cellule spécialisée de la gendarmerie en région parisienne, qui s'appelle le C3N. La plainte sera finalement prise le jeudi matin, soit 72 heures après constatation de l'incident. Compte tenu de ce délai très long entre les investigations que l'on mène et le dépôt de plainte, et surtout pour garder le lien avec le cyberattaquant, nous avons décidé de maintenir un contact régulier et de jouer la montre. On voulait vraiment éviter la publication des données sur le dark web, si toutefois il y en avait, et on ne savait pas véritablement s'il y avait eu exfiltration de données. Rien ne permettait de le confirmer en l'état. Donc aucune indication sur le volume de données concernées ou encore sur la nature même de ces données. Mais on voulait éviter toute diffusion d'informations permettant à d'autres groupes d'attaquants d'utiliser de façon malveillante ces données. L'éventualité de pouvoir payer la rançon restait à ce stade une hypothèse de travail, mais on se devait néanmoins de l'anticiper. Donc je décide donc de demander à l'attaquant des tests de déchiffrement sur 2 fichiers pour savoir s'il a véritablement une clé exploitable. Alors tout cela se passe sur une plateforme sur le dark web qui est dédiée à ce groupe d'attaquants, et j'obtiens très vite les fichiers lisibles en retour. Je vois aussi apparaître 3 répertoires disponibles en téléchargement, intitulés Windows, un autre qui s'appelle Linux et l'autre ESXi. De manière assez instinctive, je les télécharge sans toutefois les ouvrir, ne sachant pas ce qu'ils contiennent, et en me disant qu'il s'agit certainement d'une notice sur la procédure de déchiffrement. En parallèle, je dois aussi aborder un autre sujet, qui est celui de la communication. Notre accompagnement, il n'est pas uniquement technique. Dans des cas comme celui-ci où toute l'activité s'arrête, vous ne pouvez pas vous cacher indéfiniment. L'information de l'incident, elle va se savoir, cela peut être relayé même dans les médias, et vous devez garder la main sur votre communication. Donc notre rôle, c'est aussi d'accompagner les organisations sur cette communication à la fois interne, vis-à-vis des collaborateurs, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. En interne, cela va un peu de soi. Lorsque vous avez mis votre personnel en chômage technique, vous devez les rassurer, c'est le minimum. On voit souvent des situations dramatiques, quand le chef d'entreprise vous dit, après 10 jours d'inactivité, qu'il ne sait pas comment il va gérer les payes du mois, que les salariés sont inquiets, et à juste titre, à la fois sur l'avenir de la société et leur devenir. Pour moi, qui suis aussi un chef d'entreprise, ça perturbe ma perception des choses. Et ce n'est pas toujours évident de trouver les mots justes quand ce même chef d'entreprise vous dit qu'il a tout perdu. Donc la bonne nouvelle, quand on organise cette communication, qu'on dit les choses avec franchise, cela vous entraîne très souvent une vague de soutien de la part des collaborateurs. Chacun va avoir compris qu'il sera nécessaire d'œuvrer dans le même sens pour éviter le naufrage. Très souvent, traverser une tempête entraîne une adhésion encore plus forte dans le projet d'entreprise. C'est ce que j'ai pu observer dans de nombreuses crises que l'on a pu gérer déjà dans le passé. Et puis, la communication externe, celle qui doit être validée par des spécialistes, par des avocats, par des pros de la communication, celle qui est à destination des clients, des partenaires, des parties prenantes, je dirais qu'elle est essentielle. Même si on observe bien entendu des réactions différentes. On va avoir ceux qui vont vous soutenir, ceux qui ne vont pas s'inquiéter du tout, mais qui vont suivre un petit peu par précaution. Et puis, on va avoir ceux qui vont réagir avec beaucoup plus d'inquiétude, et à la limite, c'est même ceux-là qui sont un peu plus difficiles à gérer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une attaque cyber laissera des traces. Pour vous, en tant que chef d'entreprise, un peu comme si vous aviez été victime d'un vol à votre domicile, où tout a disparu, mais aussi dans l'esprit de vos salariés ou même de vos clients. Je dis souvent qu'une attaque cyber, ça vous met à l'épreuve. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas pleinement être confiant dans son outil informatique. Pour revenir à l'incident, 3 jours après le début de notre intervention, le vecteur d'intrusion se porte sur un VPN mal sécurisé. Un VPN, si je schématise, c'est un outil qui permet de se connecter à distance à un réseau. L'attaquant aurait eu accès au système par ce canal, puis aurait élevé ses droits et privilèges pour au final avoir une maîtrise complète de l'infrastructure. La difficulté, elle réside sur les sauvegardes, qui s'avèrent totalement chiffrées,
et ne permettront pas, a priori, de récupérer les données utiles au lycée. Après, on en est longuement discuté avec le directeur du lycée. On doit se résoudre à envisager le pire, c'est-à-dire le paiement de la rançon. Ce n'est pas quelque chose qu'on recommande, mais selon les cas, bien entendu, on peut être amené à le faire. Pas le choix, beaucoup trop de données ne peuvent faire l'objet d'une reconstruction. Si elles sont perdues, le lycée pourrait se retrouver en très grande difficulté. Donc la première étape, il faut disposer de crypto-monnaies. C'est-à-dire tout le monde aujourd'hui n'a pas à disposition des bitcoins sur son compte bancaire. Il faut ouvrir un compte sur une plateforme d'exchange dédiée à ce type de transaction, l'ouvrir au nom du lycée. Bien entendu, c'est pas possible. Il faut l'ouvrir au nom d'un particulier. Donc là, c'est le directeur du lycée qui s'y colle et le compte est ouvert en 24 heures. Il faut ensuite l'alimenter, donc opérer un virement bancaire d'un montant de 25 000 $ depuis le compte du directeur. Là, refus de la banque qui s'interroge sur un transfert d'un tel montant vers une plateforme d'exchange très connotée à risque, il faut reconnaître. Pour des problématiques liées au blanchiment d'argent, les banques sont tenues d'opérer des contrôles et de bloquer toute opération qui pourrait paraître suspecte. Le directeur décide de passer par son neveu, qui boursicote et détient des bitcoins. Le compte sur la plateforme des jets est ainsi alimenté. Nouveau problème, cette fois, c'est la plateforme qui décide de geler le compte en bitcoin et de bloquer la transaction vers le portefeuille du cybercriminel. Motif évoqué, des opérations de contrôle à effectuer, assez classique en soi. Il peut paraître en effet suspect d'ouvrir un compte, de l'alimenter d'un fort montant et de virer dans la foulée tout cet argent sur un compte tiers. On est vendredi soir, je suis un peu dépité par la tournure que prend ce dossier. Je vous dirais même que je suis résigné et je me dis voilà, c'est un échec. Il va falloir que je l'annonce au directeur du lycée. Et puis j'ai un échange téléphonique avec l'un de mes experts techniques qui suit le dossier en parallèle et il me reparle des 3 répertoires. Vous vous souvenez, ceux que le hacker m'a mis à disposition lors des tests. Il décide de les ouvrir et commence à mettre un premier fichier crypté, donc quelques kilooctets, et là, ça déchiffre. On décide d'augmenter la taille en se disant que l'outil doit être bridé, et on déchiffre d'autres fichiers plus lourds. Et puis au final, on constate que l'outil déchiffrement continue à travailler, et en l'espace de quelques minutes, nous sommes parvenus à déchiffrer les répertoires les plus importants, finalement utilisés par le lycée. Donc là, j'appelle immédiatement le directeur, il est 20h, je lui dis qu'on a peut-être trouvé une issue, et là, j'entends au son de sa voix que c'est les montagnes russes. Très clairement, on passe d'une situation qui était catastrophique à un vrai retour à la vie. Il me dit, on peut commencer quand ? Et là, moi, je lui réponds instinctivement, immédiatement. Et nous voilà repartis pour une nuit blanche, avec l'espoir d'aller au bout du déchiffrement. Et là, on est samedi matin. Toutes les données sont de nouveau accessibles et on passe à l'offensive avec un gros travail d'analyse pour éliminer tous les éléments de persistance. On durcit les règles de sécurité, on place le système d'information sous surveillance avant de le redémarrer. Et puis, tout cela va durer plusieurs jours, mais c'est indispensable. On le sait, effectivement, on doit passer par cette étape. On ne redémarre pas tant que l'infrastructure n'est pas saine et sécurisée. Ça, c'est la règle d'or. On peut dire avec le recul que l'assurance a joué un rôle important dans le rétablissement de cette entreprise. Le directeur nous avait indiqué qu'il bénéficiait d'une garantie cyber qui était incluse dans un contrat responsabilité civile professionnelle. On lui avait réclamé déjà dans le passé des informations sur son niveau de sécurité, à sa banque, les partenaires avec lesquels il travaille. Et il savait qu'à un moment donné, le sujet de la cybersécurité et de sa couverture d'assurance devait être traité. Quand il a souscrit cette garantie, il n'avait pas pris conscience de ce qui pouvait être pris en charge en cas d'incident. Et c'est lors de la déclaration du sinistre qu'il a découvert qu'il pouvait bénéficier d'un accompagnement assez complet sur la gestion de crise, à la fois sur la réalisation des investigations, la définition du plan de remédiation, le soutien à la négociation pour le rançonnage par exemple, et puis l'accomplissement de toutes les formalités réglementaires. Bref, une vraie force d'intervention rapide proposée par l'assurance. Si on regarde bien, nous sommes intervenus dès les premières heures suivant la déclaration du sinistre, physiquement. On est resté sur site le temps nécessaire, 4 jours, et à distance, nous avons continué à travailler au chevet du lycée
pendant une quinzaine de jours. On a conseillé l'équipe informatique pour durcir les règles, ainsi que les politiques de sécurité, et encore aujourd'hui, on continue à se parler. Le lycée fonctionne, bien entendu, aujourd'hui normalement. Il y a eu quelques services en mode dégradé pendant quelques semaines, mais on peut considérer que cette attaque n'est plus qu'un mauvais et lointain souvenir, aujourd'hui très loin des considérations de l'équipe informatique. Avant de vivre un incident de cybersécurité, et ça c'est le retour que l'on a de la plupart de nos clients, toutes les entreprises se sentaient en sécurité. Elles n'avaient pas pris vraiment conscience de l'impact réel d'une attaque sur le fonctionnement de leur activité, sur les enjeux à la fois personnels pour le dirigeant, mais également pour les salariés. Dans notre cas, l'histoire nous montre que l'attaquant s'est introduit sur le système assez facilement et qu'il a pu, dans un court délai, atteindre des organes vitaux du lycée, dont notamment les sauvegardes. En fait, tout s'est joué à un fil. Il n'aura fallu qu'une petite maladresse de la part du cyberattaquant pour que nous parvenions à rétablir une situation qui était bien mal engagée. Ça reste extrêmement rare néanmoins dans la pratique. C'est ce qui rend ce dossier d'ailleurs d'autant plus remarquable. Même les cyberattaquants commettent des erreurs, ça finalement on le constate, et le crime ne paye pas toujours, en tout cas pas dans notre dossier. Ce que nous a dit le directeur après coup, c'est qu'il était convaincu que son établissement était prêt. Tout le monde, son équipe informatique, ses prestataires informatiques lui racontaient la même histoire, celle que tout était sous contrôle, alors qu'en fait, il n'était pas du tout au niveau. Les sauvegardes, elles n'étaient pas suffisamment protégées, les mots de passe, ils n'étaient pas assez complexes, trop faciles à casser, le personnel n'était pas formé, du moins sensibilisé pour gérer un tel incident, et sans plan de reprise d'activité, malheureusement, ça partait quand même mal. Bref, rien n'allait, et pourtant, il se sentait en sécurité. Aujourd'hui, avec les actions de sécurisation qu'on a entreprises, même si le risque zéro n'existe pas, on peut raisonnablement estimer que le lycée est prêt à faire face, et qu'en cas d'attaque, ces données seront aujourd'hui préservées. Il pourra repartir avec toutes ces données. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut lâcher la pression et la vigilance. Attention, la sécurité, une fois qu'on a mis les mains dedans, c'est un sujet au long cours et il faut veiller à préserver ses acquis car un système d'information, il vit, il évolue au fil du temps et il faut conserver un niveau d'investissement qui soit cohérent pour le maintenir à un bon niveau de sécurité. Pour avoir échangé encore récemment avec le directeur, l'expérience de cette attaque reste un vrai traumatisme, comme un marquage au fer rouge, mais néanmoins, il me faisait part aussi de son optimisme, compte tenu des investissements engagés. Il peut aujourd'hui se dire, tous les matins, en arrivant sur son lieu de travail, que s'il arrive à nouveau un incident, la vie du lycée ne sera plus du tout en jeu. Le message que je peux faire passer, c'est prenez les devants. Restez proactif sur la sécurité de vos systèmes et de vos données. Beaucoup d'outils sont désormais disponibles, à la fois pour renforcer la sécurité, et cela avec des budgets maîtrisés. Ne mettez pas la vie de votre entreprise en danger en vous pensant au-dessus du lot ou non concerné parce que votre informaticien ou votre prestataire vous affirme que tout est géré. Challengez toujours votre solution de sécurité et vos prestataires sur leur efficacité. L'idée reçue que l'on entend souvent, c'est « ça coûte cher ». Ouais, mais ça coûte cher par rapport à quoi ? Les conséquences financières d'une cyberattaque sont bien plus importantes que des investissements pour acquérir un outil d'analyse ou de surveillance, comme par exemple un EDR. J'entends souvent je préfère investir sur un nouveau produit, sur un nouveau projet, sur de la communication éventuellement, sur du marketing. Mais le jour où tu investis sur tout cela et que tu n'as plus d'usine à faire tourner ou que ton activité, tu ne peux plus la gérer, tous ces investissements, au final, ils seront définitivement perdus. Et surtout, bien garder à l'esprit que cela peut arriver à tous. Nos clients sont principalement des PME qui ne se considéraient pas comme à risque ou même éloignés des zones urbanisées, donc potentiellement moins exposés ou ciblés, et pourtant, ça leur est arrivé.